Guillaume Chalot, bienvenue dans Better Web. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Guillaume Chalot, j'ai fondé algotransparency.org, qui est un site pour voir ce que les algorithmes nous recommandent. Et j'ai travaillé à Google, YouTube et Microsoft. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je crois que 2010-11, c'est YouTube. Est-ce que vous C'est pouvez ça. nous expliquer ce que vous faisiez? Et puis 2011-2013, Google. Voilà. Donc sur mon projet YouTube, je travaillais sur les recommandations, donc les vidéos sur la droite de la vidéo que vous regardez. Donc elles sont personnalisées soit en fonction de la personne, soit en fonction de la vidéo en question que vous regardez. Et en fait, 70% des vues sur YouTube proviennent de ces recommandations. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce qu'elles vont recommander. Quand j'étais à YouTube, je me suis rendu compte que ces recommandations créaient un enfermement algorithmique, donc recommandaient un peu toujours le même type de contenu. J'ai essayé de proposer des solutions, mais Google, ça ne les intéressait pas. Ils s'intéressaient qu'au temps de vue total, faire passer plus de temps aux utilisateurs sur la plateforme. C'est quoi l'enfermement algorithmique? Alors l'enfermement algorithmique, c'est quand on commence à regarder un certain type de contenu, par exemple une vidéo de chat, donc l'algorithme se dit, il doit vraiment aider les chats, donc je lui recommande une autre vidéo de chat, et donc il n'y a pas moyen de s'en sortir, parce que l'algorithme se dit, il aime tellement les chats que il le favorise sur tout le reste. Donc c'est un problème avec les algorithmes de recommandation qui est un problème connu et étudié. Sauf que si j'aime les chats, le fait d'être enfermé dans un univers où il n'y a que des chats, quel est le problème? Voilà, donc pour les chats, c'est pas un problème, c'est même plutôt agréable et en fait l'Internet nous a fait découvrir plus les chats, ce qui était très agréable. Mais par contre, quand ces théories sont des théories du complot par exemple, ou des théories haineuses, qui sont aussi très très puissantes à créer du temps de vue, du coup l'algorithme se met à recommander de la haine, de la division, de la polarisation, à tout le monde, parfois par centaines de millions de fois sur YouTube. Mais est-ce que la théorie du complot ne se nourrit pas de cet enfermement algorithmique? C'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on est enfermé, plus on voit des théories du complot, plus on y croit, et plus on y croit, plus on va pouvoir convaincre des autres qui vont eux aussi tomber dans ces théories du complot. Plus il y a de gens qui créent des contenus complotistes, et donc plus ils deviennent crédibles. Et il n'y a pas moyen de sortir de ce problème, puisque YouTube ne veut pas essayer de faire ce que les journalistes font, c'est-à-dire ils prennent un argument et un contre-argument. Ils prennent deux personnes de deux bords différents, ils les font discuter. Sur YouTube, quand vous regardez une vidéo, l'algorithme ne va pas essayer de trouver le contre-argument, le meilleur contre-argument. YouTube pourrait programmer ça, pourrait dire, là on a un argument pour la théorie de la Terre plate, c'est quoi le meilleur contre-argument pour la théorie de la Terre ronde, et après c'est quoi le meilleur argument de la théorie de la Terre plate, et les montrer ensemble. Mais ça, YouTube n'est pas programmé pour faire ça. Alors, la Terre plate, la Terre ronde, ça peut nous faire sourire, voire rire, mais on l'a vu dans le cadre de l'actualité, un peu lourde, un peu grave, de ces 14 derniers mois, propre à la Covid-19. Est-ce que ces grands réseaux, donc, qui usent et abusent de leurs algorithmes, n'ont-ils finalement pas contribué à cette espèce de mal-être mondial dont on est tous quelque part victimes C'est aujourd'hui? ça. Donc on se rend compte que le monde est en train de devenir plus polarisé, plus divisé, où il y a des communautés qui ne se parlent pas, et où les gens passent de plus en plus de temps en ligne sur soit des groupes privés Facebook très haineux, soit sur des fils de discussion Twitter aussi qui peuvent être très agressifs, ou encore sur des bulles YouTube très agressives. Et on l'a vu dans le cas de la Covid par exemple, YouTube a promu des vidéos qui disaient des absurdités énormes, comme quoi la Covid a été créée en France et qu'ils avaient les preuves, enfin, du grand n'importe quoi. Mais l'algorithme a décidé que cette vidéo était excellente pour le temps de vue
et l'a promu des dizaines de millions de fois pour une vidéo. Et ça, c'est pour des tonnes de vidéos. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Derrière cette conception du monde, quelque part adressée par ces grands acteurs, l'objectif, c'est quoi? L'objectif est idéologique ou économique? Non, l'objectif est purement économique. YouTube, nous, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. En fait, on avait tellement d'utilisateurs, c'était incroyable à cette époque d'être à YouTube, se dire on est en train de grossir de 30-40% par an. Le nom, on va essayer de battre la télévision. On va révolutionner la manière dont les gens ont accès à l'information. Donc au début, c'était vraiment un enthousiasme. On ne voulait pas regarder les problèmes, on ne voulait pas essayer de décider qu'est-ce qui est bien ou pas bien à regarder. On voulait juste faire plus de temps de vue. Donc c'était purement économique parce que plus il y a de temps de vue, plus il y a de publicité, plus il y a de revenus publicitaires, plus les actionnaires sont contents. À quel moment Guillaume Chalot se dit, Guillaume, c'est vous, à quel moment vous vous dites, waouh, je suis en train de faire un truc pas bien, ou je suis en train de dessiner quelque part un destin pour moi-même, pour les miens, pour mes enfants, pas tout à fait raccord avec mes valeurs et mes idéaux? Alors il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des étapes à YouTube. Et donc là, cet enfermement algorithmique, il y avait d'autres personnes qui s'en étaient rendues compte et qui avaient proposé aussi d'autres solutions pour essayer de donner aux utilisateurs des contenus plus divers. Et ça se passe comment, Guillaume? C'est à la machine à café, on se dit, waouh, on est en train de faire un truc qui nous plaît pas? Comment vous vous en parlez entre vous à cette époque-là? Alors nous, on essayait d'être toujours très optimiste. Donc on parlait toujours, et si on faisait un algorithme qui nous permette de découvrir d'autres types de contenus, au final, bon, il y aurait plus de temps de vue pour l'utilisateur sur YouTube. Et donc on essayait toujours d'être positif, de ne pas essayer de trouver les problèmes. On se disait, ben, il va toujours y avoir quelques problèmes, mais si on essaye de se concentrer sur les problèmes et résoudre des petits problèmes, on ne se concentre pas sur la big picture, quoi. Et du coup, il y a une espèce d'optimisme américain qui est fantastique pour l'innovation, mais qui aussi, dans ce cas-là, a fait que les problèmes n'ont pas été adressés aussi vite que ça aurait dû. Et à quel moment vous vous dites, faut que je sorte? Alors, au début, je me suis dit, en fait, je vais juste proposer des algorithmes qui donnent plus de contrôle à l'utilisateur, parce que je me rendais compte que l'algorithme de YouTube n'était pas fait pour l'utilisateur, mais il est fait pour le publicitaire, il est fait pour donner le contenu qui va vous faire rester le plus longtemps. Donc au final, l'algorithme est fait pour le publicitaire. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on donne plus de contrôle à l'utilisateur? Et j'ai designé d'autres algorithmes qui donnaient plus de contrôle à l'utilisateur. Et là, je me suis rendu compte que mes managers n'en voulaient pas, parce que c'était pas clair que ça allait vraiment augmenter leurs revenus publicitaires de manière énorme. Donc j'ai proposé une autre solution, une alternative, une deuxième alternative, 3 alternatives, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne les intéressait pas, et mon boss m'a dit, Guillaume, si j'étais toi, j'arrêterais de bosser là-dessus. Donc moi, pendant les 6 prochains mois, j'ai arrêté de bosser là-dessus, et à un moment, je me suis dit, non, c'est tellement important, je vais m'y remettre, et quand je m'y suis remis, je me suis fait licencier. Quand ça s'arrête, quand cette belle aventure Google, YouTube, Google, ça s'arrête pour vous? Donc quand ça s'arrête, je me suis dit, je vais faire une start-up pour essayer de résoudre ces problèmes en faisant quelque chose sur le shopping. Mais du coup, en fait, ça ne marchait pas parce que les gens ne se rendaient pas compte du problème d'enfermement algorithmique. Donc on ne peut pas résoudre un problème si les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Et ensuite, j'ai eu un trajet en bus, en fait, qui a changé complètement ma manière de parler du problème, parce qu'avant je voulais juste être dans les solutions et montrer qu'il y a des solutions meilleures. Et dans ce trajet en bus, j'ai vu mon voisin qui était sur des théories du complot pendant tout le trajet. C'était des théories du complot complètement absurdes, que Sarkozy allait éliminer une partie de la population française. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Bon, ça n'a pas marché. Alors là, c'est plutôt la population française qui a éliminé Sarkozy. Mais voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'essaye de lui expliquer que ces théories du complot sont
sont absurdes. Donc vous allez au contact avec votre voisin de bus. Donc j'initie la conversation en disant quelque chose du style « alors qui est-ce qui essaye de nous exterminer ?» etc. Et puis on discute, en fait il est très sympa, mais il est coincé dans ses théories du complot. Et donc j'arrive à débunker chacune des théories en disant « oui, non, c'est pas parce que Sarkozy fait ça que c'est un disciple du diable, etc. » Enfin, il y avait des trucs complètement absurdes. Et il me dit « bon, oui, ok, sur ces vidéos, je comprends, oui, tu as des bons arguments, mais il y en a tellement des vidéos qui disent ça, c'est forcément vrai. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de vidéos qui disaient ça. Pourquoi? Juste parce que l'algorithme, lui, voulait maximiser le temps de vue et que donc il répétait ces vidéos absurdes. Donc en fait, les gens se faisaient manipuler par des algorithmes, tout ça pour que YouTube gagne 4 centimes d'euros par heure de vue. En 2018, vous créez Algo Transparency. Alors, c'est quoi? Ça ressemble à quoi et qu'est-ce que vous y faites? Alors, algotransparency.org, il y a donc un robot qui va sur YouTube tous les jours, qui part de chaînes, de grosses chaînes classiques d'information et qui suit les recommandations. Et donc en suivant les recommandations à partir de centaines de chaînes, on voit s'il y a des vidéos qui sont plus recommandées que d'autres. Donc on voit quelles sont les vidéos que l'algorithme aime et quelles sont les vidéos que l'algorithme n'aime pas. Alors il peut y avoir des bonnes et des mauvaises raisons pour qu'un algorithme aime une vidéo. Ça peut être une vidéo que les utilisateurs aiment vraiment et que donc ils passent du temps parce qu'ils aiment ça. Mais ça peut être aussi juste simplement une théorie du complot qui ment aux utilisateurs et qui leur fait passer du temps. Comme la théorie de la Terre plate. Donc grâce à algotransparency.org, j'ai vu que YouTube favorisait, avec son algorithme, la théorie de la Terre plate. Et donc recommandait aux gens des centaines de millions de fois que la Terre était plate. Ça paraît dingue. Ça paraît complètement absurde. Ça n'a aucun sens, si ce n'est que en fait, c'est une théorie qui est extrêmement bonne pour les revenus publicitaires de Google. L'algorithme va biaiser vers les populistes, les gens qui n'hésitent pas à mentir, puisqu'il n'y a aucun malus à mentir sur YouTube. Si on ment, c'est très difficile d'aller retrouver la vérité. Donc les gens ne vont pas être confrontés à leurs mensonges. Donc ça donne un avantage aux menteurs, en fait. On parle d'enfermement algorithmique, on parle de bulles, on parle de biais cognitifs. Comment on peut, indépendamment de cette anecdote de bus dans l'autocar, comment on peut faire pour sensibiliser massivement nos entourages, nos amis, nos familles, nos compatriotes? Comment on peut faire? Je pense que le problème est assez similaire au problème... c'est un problème d'addiction, donc très similaire au problème de la cigarette et de l'alcool. C'est-à-dire que une fois que les gens savent que l'alcool, ça peut être bien à faible dose, mais que c'est addictif à haute dose et que c'est dangereux, ils savent se contrôler. Avec le web maintenant et les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Il faut savoir que les réseaux sociaux ont été designés pour être addictifs au maximum. Et donc, il faut se protéger ses enfants pour être sûr qu'ils n'aient pas le droit de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et savoir soi-même que quand on tombe dedans trop, qu'on commence à perdre son temps, il faut essayer de s'en rendre compte et se sortir soi-même de ça. Mais on peut s'en sortir? Ah bah oui, c'est assez facile. Par exemple, moi, j'étais complètement accro à Facebook. Je passais plus d'1 heure par jour sur Facebook. Et donc, j'ai téléchargé une extension sur Chrome qui s'appelle Unfollow Everything. Et en fait, cette extension, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait que j'ai arrêté de suivre tout le monde. Et après, j'ai juste suivi les quelques personnes qui m'intéressaient. Donc, au lieu que mon fil d'actualité fasse des kilomètres de long, il faisait juste une page à peu près. Et donc, mon expérience Facebook, maintenant, c'est 2 minutes. J'ai les news des amis qui comptent vraiment pour moi et j'arrête de perdre du temps dessus. Et pour vous, un YouTube sans enfermement algorithmique, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est tout à fait possible. Mais ça rapporterait beaucoup moins d'argent à Google. C'est possible de donner le contrôle à l'utilisateur. Il suffirait de lui demander qu'est-ce qu'il a envie de regarder. Au lieu de mettre des recommandations tout le temps en disant « Tiens, regarde ça », comme
des panneaux publicitaires en quelque sorte. Les recommandations, c'est un peu de la publicité pour la plateforme. Au lieu de mettre ces recommandations, juste poser des questions sur qu'est-ce que l'utilisateur a envie de faire. Et donc en faisant ça, on peut redonner le contrôle à l'utilisateur. Vous avez participé l'année passée à un film documentaire diffusé sur Netflix qui s'intitule Social Dilemma, derrière les écrans de fumée, en français, qui a eu un certain succès à l'échelle planétaire. Avez-vous constaté, suite à la diffusion de ce documentaire, donc qui adresse évidemment les sujets qui sont les vôtres, une certaine forme d'éveil des consciences? Ah oui, ce documentaire a tout changé. C'est-à-dire quand en 2017-2018, je commence à parler de ça, j'ai l'air un peu d'un illuminé où les gens se disent mais qu'est-ce que c'est? Ils ne comprennent pas qu'il y a un vrai problème avec les algorithmes. Là, avec The Social Dilemma, ça a permis vraiment au plus grand nombre, il y a plus de 38 millions de familles qui l'ont vu, de se rendre compte qu'il y a un problème. Donc j'ai eu des retours par des kinés, par des adolescents, que ça a vraiment touché parce que les adolescents se sont reconnus dans les personnages de ce film. Ils ont vu que la manière dont les réseaux sociaux les touchaient, c'était programmé, c'était fait pour qu'ils passent le plus de temps possible et qu'ils tombent dedans sans pouvoir vraiment trop s'échapper. Pour être très concret, quelles solutions on pourrait mettre en place pour sortir de cet enfermement algorithmique? Pour sortir de l'enfermement algorithmique, il faut donner le contrôle à l'utilisateur. Google n'a aucun intérêt à donner le contrôle à l'utilisateur parce que personne ne voudrait, c'est pas le but d'aucune personne de passer le plus de temps possible sur YouTube. Pourtant, c'est le but de l'algorithme, c'est le but de YouTube quand ils vont voir leurs shareholders de dire regardez, on a augmenté notre temps de vue, on est une alternative à la télévision, on va battre la télévision, etc. Donc, YouTube ne le fera pas. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la concurrence. Le problème, c'est la position de monopole de Google et YouTube. Et avec la concurrence et avec la prise de conscience des utilisateurs, on peut avoir des services meilleurs qui apparaissent et que les utilisateurs puissent choisir ces services alternatifs. La question qu'on pose à tous nos invités, c'est quelles sont vos réflexions profondes et vos solutions pour un better web, pour un web meilleur, donc c'est-à-dire pour changer le web, pour tenter d'impacter positivement le monde? Alors il faut le faire à 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est au niveau des utilisateurs. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc ça c'est génial avec The Social Dilemma et avec les utilisateurs de compte, que le web tel qu'il est problématique. Il est designé pour les publicitaires. Donc on vous prend toutes vos données personnelles, on vous profile et on vous manipule, on vous fait perdre votre temps, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. Donc il faut une prise de conscience pour que les utilisateurs puissent se protéger et choisir les bons services. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la régulation, parce que les plateformes abusent de leur monopole, et donc il faut qu'elles soient régulées pour qu'elles ne puissent plus abuser de leur monopole. Et une fois qu'on a ces deux éléments, la prise de conscience et la régulation, on pourra avoir de nouvelles boîtes beaucoup plus éthiques qui arrivent et qui proposent d'autres solutions alternatives. Et les utilisateurs, s'ils ont pris conscience et qu'il y a de la régulation, pourront choisir ces solutions. Comment Quant peut modestement vous y aider? Quant, c'est déjà une solution alternative au monopole de Google sur la recherche Internet. Merci Guillaume Chalot, merci pour ce temps, pour l'échange, pour la sincérité du propos, et on vous dit à bientôt sur Better Web. Merci.